C'est l'heure du second débat de ce Sens Public avec cette question: quel est le bilan économique de la première année de Donald Trump au pouvoir? Hier à Davos, il vantait son action, mais derrière l'autosatisfaction, il y a aussi la réalité des statistiques. La croissance est forte, l'inflation en revanche, le chômage reste préoccupant. Les électeurs de Trump pourraient-ils le sanctionner? Avant d'en débattre, constat en chiffres et en images avec Clément Guillonneau. Une fois de plus, hier à Davos, Donald Trump a vanté les mérites de son bilan économique un an après son retour à la Maison-Blanche. Après 12 mois passés à la Maison-Blanche, notre économie est en plein essor. La croissance explose, la productivité augmente, les investissements montent en flèche, les revenus augmentent. L'inflation a été vaincue. Les États-Unis connaissent actuellement le redressement économique le plus rapide et le plus spectaculaire de leur histoire. Un discours habituel rempli d'autosatisfaction. Mais si les États-Unis ont bien connu une croissance exceptionnelle à 4,3% lors du dernier trimestre 2025, déjouant les pronostics des experts, pour les Américains, le coût de la vie ne cesse d'augmenter, comme l'explique cette économiste qui se montre prudente pour les mois à venir. L'inflation s'est stabilisée, mais pas les prix. Et donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat des Américains a continué à se dégrader. Peut-être que la totalité des hausses de prix liées à l'imposition des droits de douane va se refléter plutôt sur l'année 2026. S'il est donc un peu tôt pour mesurer le véritable impact sur l'économie américaine de la hausse des droits de douane, mesure phare de Donald Trump, pour ce qui est de l'emploi, plusieurs secteurs sont toujours en difficulté. En novembre dernier, le taux de chômage s'élevait à 4,6%, au plus haut depuis 4 ans, bien loin donc d'une véritable rupture avec la présidence de Joe Biden. L'emploi manufacturier aux États-Unis continue à baisser et on est exactement sur la même trajectoire, c'est-à-dire qu'à aucun moment le message de campagne qui consistait à dire qu'il allait redresser l'économie et faire revenir des emplois dans le secteur manufacturier ne se produit aux États-Unis en ce moment. Seuls 584 000 emplois ont été créés aux États-Unis en 2025, contre 2 millions lors de la dernière année de mandat de Joe Biden. Les Américains ne semblent pas très convaincus par l'âge d'or économique que décrit Donald Trump. L'indice de confiance des consommateurs, calculé par l'Université du Michigan, a baissé de 28,5% en un an. Et c'est l'heure d'un premier bilan économique de Donald Trump au pouvoir avec Sylvie Matelli. Bonsoir, bienvenue, vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors et vous publiez L'économie tout simplement, c'est aux éditions Erol. Alexis Pichard, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. Votre livre Trump et les médias, l'illusion d'une guerre, avec un point d'interrogation, c'est aux éditions Valeurs ajoutées. Clémence Lemestre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directrice adjointe de la rédaction des Échos. Et Jonathan Boucher-Petersen, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique à Libération, éditorialiste pour Sens Public. Donald Trump, il a été élu notamment en promettant de mettre fin à l'inflation. La hausse des prix, si on regarde sur 12 mois, elle est de 2,7% en décembre. Est-ce que ça veut dire tout simplement, Sylvie Matelli, que le coût de la vie reste élevé aux États-Unis ? Alors, c'est à décrypter avec un peu plus de précision, parce que l'objectif d'inflation, que ce soit de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne, c'est ce niveau d'inflation nécessaire pour alimenter l'économie, c'est 2%. C'est parce qu'il faut toujours un petit peu d'inflation pour que vous produisiez, vous émettiez toujours un peu plus de monnaie. Ça permet les gens épargnent et donc ça permet d'avoir toujours un système économique qui tourne normalement. Donc 2,7, on est un peu au-dessus, mais c'est pas gravissime. C'est pas énorme. Le seul truc, c'est que quand on creuse un tout petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a des produits qui ont beaucoup plus augmenté. Et parmi ces produits qui ont beaucoup plus augmenté, je m'amusais à regarder ça avant de venir, vous avez la viande qui a pris 15%. Or, on sait que les Américains, c'est peut-être très cliché ce que je vais dire, mais ils adorent les burgers. Et dans les burgers, sauf erreur de ma part, et sauf pour les végétariens, il y a quand même un énorme steak. Donc 15%, ça fait mal, en une année. Autre chose qui a fortement augmenté, c'est les réparations de votre voiture. Les réparations automobiles, c'est plus 8%. Pareil, les Américains aiment bien les voitures. Là aussi, on est complètement dans le cliché, mais il n'empêche, c'est une réalité. Même le prix des voitures neuves. Le prix des voitures neuves a augmenté. L'assurance des voitures, l'assurance habitation a beaucoup plus fortement augmenté que les 2,8%. Donc tout ça pour vous dire, je ne vais pas vous faire toute la liste. Oui, on ne va pas faire la liste, mais l'inflation ressentie, si j'ose dire, l'inflation ressentie sur des produits culturellement très forts. Et sur des produits sur lesquels le pouvoir d'achat est tout de suite impacté. Les médicaments ont fortement augmenté, les soins à l'hôpital, et de même, l'assurance santé a fortement augmenté. Donc vous avez tout un ensemble de sujets comme ça qui sont quand même très, très sensibles. Et alors, si je pousse la réflexion plus sociologique, ça veut dire que la base électorale, la base MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump,
elle souffre plus de la situation économique que la majorité des Américains, Alexis Pichard? Alors effectivement, il y a une certaine proportion des MAGA qui sont dans une précarité, dans une pauvreté qui est systémique. Et donc ils sont directement frappés par certains textes de loi que l'administration de Trump a fait passer, notamment la grande loi qu'il avait appelée The Big Beautiful Bill, qui est passée l'an dernier au Sénat et au Congrès, enfin à la Chambre des représentants de manière très limitée, c'est-à-dire qu'il y a même des élus républicains qui ont voté contre parce qu'ils savaient que ça allait à l'encontre de leur circonscription. Et donc cette loi a eu notamment pour objectif de réduire certains programmes qui viennent en aide aux plus nécessiteux, notamment le Medicare et le Medicaid, qui sont des programmes d'aide de santé, et aussi les banques alimentaires dont dépendent effectivement beaucoup d'États, et notamment des États républicains que Donald Trump a remporté dans une vaste majorité. Donc pour répondre à votre question, oui, les sphères MAGA sont touchées par ces décisions, mais il les accepte d'une certaine manière, parce que quand on regarde les sondages de Donald Trump, la sphère MAGA ne semble pas... majeur, exactement, il semble subir cela, mais sans se plaindre. On en reparlera de ça, parce qu'on se placera aussi dans la perspective des élections de mi-mandat qui ont lieu le 3 novembre prochain, c'est dans 10 mois. Sur les taxes douanières, la hausse des droits de douane, Clémence Lemestre, est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est trop tôt, je ne sais pas, évaluer l'effet de cette hausse? Est-ce que, alors c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis, il y a hausse des droits de douane, donc hausse des prix sur le territoire américain? Alors ça a joué, alors sur les droits de douane, en plus là il a reculé hier, donc oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de son mandat, il a dit « je vais faire énormément de droits de douane », ce qui était une de ses promesses, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est ce qu'il a commencé à faire, et puis il est bien revenu en arrière. Donc en fait, les droits de douane ne sont pas si forts que ça. Il a quand même fait rentrer dans les caisses de l'État 200 milliards de dollars, sauf que en fait, cet argent, il est payé par les ménages et les entreprises. Quand ils achètent des produits. Quand ils achètent des produits, c'est-à-dire que ce n'est pas les exportateurs, par exemple les exportateurs français, qui payent cette surtaxe, ce sont les Américains eux-mêmes. Et donc, en fait, on peut dire qu'il y a un transfert d'argent entre l'argent des Américains et le Trésor américain. C'est-à-dire qu'en fait, le Trésor, donc l'État américain, a pris l'argent aux Américains. Les études estiment que 96% des droits de douane sont payés par les Américains. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas détournés de ces produits, ou pas forcément, ou pas massivement détournés de ces produits venant de l'étranger qui sont désormais un peu plus chers ou beaucoup Exactement, plus chers. parce qu'en fait, l'idée c'était qu'on produise aux États-Unis. Mais ça ne s'est pas totalement passé comme ça. D'abord parce que pour construire une usine, ça prend du temps, tout simplement. Et puis en plus, ils ne se sont pas tous précipités aux États-Unis. Alors le coût de la vie, évidemment, les démocrates voient bien l'angle d'attaque. On va écouter le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, qui, à peine élu, mettait l'accent sur les denrées alimentaires. Le président a mené une campagne électorale au cours de laquelle il a promis de rendre les denrées alimentaires moins chères et de réduire le coût de la vie. Nous constatons aujourd'hui que ses actions et celles de son administration à Washington ont exactement l'effet inverse pour les New-Yorkais. Et je vais aller défendre cette cause auprès du président et de tous ceux qui veulent bien m'écouter. Et on est en duplex avec Olivier Piton, qui est avocat au barreau de Washington. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est vrai que vu d'ici, on parle presque tous les jours de Donald Trump, mais plus sous l'angle de sa politique internationale, de son bras de fer avec l'Europe. Comment il communique, qu'est-ce qu'il dit aux Américains, et notamment à sa base, sur sa politique économique, sur son bilan 1 an de politique économique? Alors d'abord, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit, en particulier sur les chiffres qui ont été donnés. On a un discours qui est relativement en décalage avec les chiffres qui ont été annoncés. C'est-à-dire que Donald Trump, avant son départ à Davos, avait organisé une conférence de presse au cours de laquelle il avait pratiquement passé l'ensemble de cette intervention à vanter son bilan économique. Parce qu'il sent bien, à ce stade, on est à la fin du mois de janvier avec des élections intermédiaires au mois de novembre, que le compte n'y est pas et que la frustration ou l'insatisfaction d'une grande partie de l'opinion publique américaine, peut-être à l'exception des MAGA, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, est quand même assez patente. Et donc il sait qu'il doit répondre là-dessus. Sur la réalité, pour le panier du ménager, en ce qui me concerne, c'est moi qui fais les courses, ou le panier de la ménagère,
il est incontestable qu'on est parti sur des niveaux qui étaient assez hauts à la fin de la mandature de Joe Biden. Et il faut quand même ne pas oublier que les prix étaient déjà extrêmement élevés l'année dernière et qu'ils n'ont pas véritablement baissé, voire peu baissé, voire augmenté. Une de vos intervenantes parlait avec beaucoup de justesse des problèmes de viande, des problèmes de voiture. On peut rajouter les œufs, le lait. En gros, tous les produits de première nécessité n'ont pas véritablement baissé et pèse dans le budget des ménages. Donc, il a besoin de répondre sur ce point. Il explique qu'il a 2 leviers. Le premier levier, c'est sa loi qui, d'après lui, permet de faire baisser les prix. La loi qui a été votée de justesse au Congrès il y a quelques mois, au mois d'avril dernier, et qui ne répond pas aux attentes. Et son deuxième levier, ça a été rappelé également, ce sont les tarifs douaniers. Mais là-dessus, il est sous la menace de la Cour suprême, qui, après les auditions du 5 novembre dernier, qui n'ont pas donné le sentiment que les juges le suivaient, y compris les juges conservateurs. Donc il y a un vrai risque en fait de vote négatif, de décision négative de la part de la Cour suprême, ce qui créerait d'autres problèmes, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout état de cause, ces 2 leviers ne fonctionnent pas du tout ou fonctionnent relativement peu. Et donc, on ne va pas noircir totalement le tableau, parce qu'il y a des choses qui sont positives dans l'économie américaine. Mais en gros, effectivement, par rapport aux promesses qu'il avait faites lors de sa campagne, le compte n'y est pas. Oui, alors parmi les points positifs, il y a la croissance qui est forte, bien supérieure à la moyenne européenne, notamment grâce au boom de l'intelligence artificielle, le secteur du numérique. C'est ce que nous explique Pierre-Olivier Gourinchas, qui est économiste en chef du Fonds monétaire international. Nous assistons à des investissements massifs, en particulier aux États-Unis. Cela soutient la croissance à court terme et contribue certainement de manière significative à la performance économique des États-Unis. Cela pourrait être transformateur et entraîner des gains de productivité. C'est le scénario optimiste de l'IA, si vous voulez. Mais cela peut aussi conduire à une correction du marché, comme nous l'avons vu dans le cas des révolutions technologiques passées. Lorsque l'Internet a été introduit, nous avons connu le boom des dot-com, suivi d'un effondrement. Sylvie Mattei, première question sur ce boom de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un aspirateur à investisseurs, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui continuent d'aller vers le marché américain aujourd'hui? Alors, je n'ai pas trouvé les chiffres avant de venir pour 2025, parce qu'elle se termine l'année et que l'investissement étranger, c'est difficile à mesurer. Donc, il faut attendre quelques mois. Simplement, effectivement, sur l'intelligence artificielle, on sait que c'est un facteur de croissance et que le boom est une réalité, avec certains qui s'inquiètent même de la bulle spéculative. On a vu les valeurs, je suis allée regarder ça, les valeurs numériques, hormis Microsoft, qui a quelques difficultés sur une année, toutes les autres, Nvidia, etc., c'est plus 20%, plus 30%, plus 40% sur le prix de l'action. Et ça nous dit encore autre chose, qui est le deuxième facteur qui explique la croissance aux États-Unis, c'est la consommation. Cette croissance américaine, moi, c'est quelque chose qui m'a fortement étonnée quand j'ai commencé à regarder les analyses, c'est que la croissance américaine, elle est fortement portée par la consommation. Et on se dit, mais s'il y a de l'inflation, comment les personnes peuvent continuer à consommer? En fait, c'est la consommation des plus riches. Aujourd'hui, les 10% les plus riches aux États-Unis consomment génèrent 50% de la consommation. Ça veut dire que le boom à Wall Street, le boom du Nasdaq ou le boom du Dow Jones, je crois que le Dow Jones, c'est plus 40% en une année, eh bien, ça a permis Donc Nasdaq, on rappelle, c'est les valeurs plutôt technologiques. Le Dow Jones, c'est les plus fortes valeurs de l'économie. Avec des salaires qui ont un petit peu augmenté, parce qu'il y a des pressions sur les salaires quand vous avez de l'inflation, quand vous payez plus cher votre panier de courses, si vous avez moyen d'obtenir une augmentation de salaire, vous allez la réclamer, parce que vous ne voulez pas perdre en pouvoir d'achat. Donc vous avez une partie de la population aux États-Unis, et ça pourrait aussi fâcher très fort les MAGA ou les classes populaires qui ont voté pour Donald Trump, qui ont vu leurs revenus fortement augmenter, bien plus rapidement, vous voyez, 40% par rapport aux 2,8% d'inflation, c'est quand même pas mal. Donc on a ces inégalités qui se creusent, qui soutiennent la croissance, mais malgré tout, qui crée aussi des différences de niveau de vie entre les populations. Jonathan. Non, mais il y a 2 points, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est qu'en gros, il y a les grandes proclamations de Donald Trump, un rapport à la réalité qui peut être contestable, qui est parfois difficile d'ailleurs à contester de façon aussi virulente que ce qu'il le fait. Et puis il y a la vie réelle des gens. Et là, on est sur les sujets de vie quotidienne, on est sur des choses qui sont en fait difficilement contestables parce que c'est le ressenti de mon porte-monnaie. Donc ça, c'est une difficulté qui est bien plus importante que de dire 8, 9, 10 guerres. Tout ça, ça flotte un peu dans l'atmosphère. On est vraiment dans une autre réalité. Et
y a un deuxième point, et ça c'est vrai pour toutes les économies, c'est le décalage entre un certain nombre d'indicateurs macro, la croissance, à qui elle profite cette croissance? Comment est-ce qu'elle ruisselle? Comment est-ce qu'elle se répartit en termes de répartition de la richesse? Et c'est vrai que dans l'électorat de Donald Trump, qui n'est pas simplement un électorat de classe supérieure, qui est aussi un électorat très populaire, on a vu des bascules de l'électorat de Bernie Sanders à l'électorat Trump par une espèce de promesse de réindustrialisation, promesse de retrouver un âge d'or. Ça, c'est pas... Et cette dimension complètement inégalitaire, elle peut permettre d'avoir une espèce de vernis, effectivement, le boom de l'IA. Bon, lui, de l'IA, c'est autant décroissance exponentielle en bourse que des promesses de destruction d'emplois dans un certain nombre de secteurs, notamment les plus fragiles. Donc voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir cette lecture ambivalente d'une économie américaine avec un grand E qui va plutôt pas mal, et d'Américains qui vont plutôt très mal. En tout cas, sur le chiffre de la croissance. Ce boom de l'IA, à qui il profite justement, Clémence? Justement, il profite aux GAFAM. Il profite aussi aux proches de Trump qui ont investi à Wall Street. Et en fait, ce boom de l'IA, il porte, c'est ce que vous disiez, la moitié de la croissance américaine, alors que c'est 10% du PIB. Donc on voit la différence entre, c'est une petite part du PIB pour l'instant, ça porte toute la croissance. Et pour dire ce que vous disiez, on a vraiment l'impression d'un beau tableau quand on regarde de loin, et c'est le tableau que dessine Trump d'ailleurs, qui dessine pour les élections de mi-mandat. Et puis quand on s'approche de ce tableau, on s'aperçoit un peu comme peut-être un tableau qui a été qui est un peu âgé, et on s'aperçoit qu'il y a des fissures, et ces fissures, c'est effectivement le pouvoir d'achat des gens, et c'est un peu les gens qui ont quand même voté pour Donald Trump, quand il y a une petite minorité qui profite du boom de l'IA, qui est en Californie, qui est au Texas, qui est éventuellement dans les grandes villes de l'Est, mais tout le centre des États-Unis qu'on sait qu'ils votent pour Donald Trump, eux, ils profitent pas tellement de ce boom de l'IA, et ils sont au contraire victimes de la hausse des droits de douane et victimes des représailles sur la hausse des droits de douane, puisque on voit, pour continuer sur cette idée, c'est que les agriculteurs du Midwest, ils ont eu une production de soja l'année dernière absolument énorme. Or, la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? En représailles des droits de douane, elle a dit « j'achète plus de soja américain, je vais acheter du soja brésilien ». Et donc, toutes ces personnes, en fait, elles sont extrêmement touchées par la politique de Trump, même si Trump fait ses beaux discours, que grâce à lui, l'économie va très bien, et que ce n'était pas le cas à l'époque de Sleepy Joe, donc son prédécesseur, Joe Biden, dont il aime bien se moquer. Réaction de Lionel qui nous écrit de Carqueran, les États-Unis sont-ils devenus inabordable? Et puis alors, il détaille, je confirme, on pourrait aller régulièrement à un dîner chez un Italien classique sans chichi, $85 par personne, sans le vin. C'est du vécu. Est-ce que c'est ressenti par de plus en plus d'Américains, Alexis Pichard? Oui, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir s'offrir un certain nombre de choses qu'ils pouvaient s'offrir auparavant. Absolument, et c'est d'ailleurs le cœur du narratif des démocrates en ce moment, c'est le concept de affordability, donc c'est-à-dire la possibilité de se payer des choses, l'abordabilité en mauvais français, ou le pouvoir d'achat. Et ce qui est drôle, c'est que Donald Trump, dans ses dernières déclarations, et je pense que ça fait référence à la conférence qu'il a donnée, il disait que le concept d'affordability était une invention des démocrates. Il a peint ce tableau complètement incroyable de l'économie américaine en disant que l'âge d'or qu'il avait promis était en train d'être là, et il avait lieu, il se produisait, et c'est peut-être aussi cela qui va créer des résistances chez peut-être ces électeurs les plus récalcitrants au réel, c'est que ils voient dans leur chair, dans leur quotidien, que ce n'est plus l'économie de Joe Biden qui les prive de burgers, d'aller manger dans un restaurant italien, ou c'est bien la politique de Donald Trump. Et je prends juste l'exemple de la santé. C'est vrai que Donald Trump a passé énormément de lois, en tout cas de législation, pour augmenter le prix pour accéder à une assurance santé. Et la dernière législation qui a passé a été le non-renouvellement des subventions de l'Obamacare, qui avait justement pour but, durant la pandémie, de permettre à 20 millions d'Américains d'avoir accès plus facilement à l'assurance santé. Il y a eu faire avec les labos pharmaceutiques. Tout à fait. Une baisse des prix des médicaments. Il a mis en scène tous les patrons de labos derrière lui qui étaient venus vanter la politique économique de Donald Trump et signer un accord pour baisser le prix des médicaments. Bon, il faudrait voir là aussi, en prenant un peu plus de recul, il y a eu un accord, mais en fait sur juste quelques molécules. Oui, c'est ça. Donc la baisse est pas tant ressentie non plus par les Américains. Alors on a titré notre débat « Trump s'est enrichi et les Américains » pour l'interrogation. On a commencé à répondre sur la question « les Américains ». Là, vous allez nous faire la démonstration, Jonathan, que celui qui s'est enrichi, c'est bien Donald Trump lui-même. Oui, le grand gagnant du retour de Trump, c'est Trump. Donc c'est pas vraiment une surprise. On sait que le président américain, on l'a beaucoup dit, est avide de s'enrichir personnellement, qu'il mélange la conduite des affaires du pays avec ses intérêts privés, mais les chiffres sont quand même spectaculaires. Donc selon le magazine Forbes, qui je pense même pour Donald Trump fait autorité en la matière,
Son patrimoine net, donc à la fin de 2025, c'est 6,7 milliards de dollars. Et c'est une hausse de 2,8 milliards depuis son retour en un an. Ça plus 58%. Quand on voit quand on parlait inflation et compagnie, là c'est assez tranquille pour l'absorber. Ouais. C'est ce qui s'appelle un début de mandat très rentable. Alors on va détailler en quoi son retour à la Maison-Blanche lui a été profitable. Le premier élément, c'est en août 2025. Il y avait une amende qui planait de 500 millions de dollars, une amende qui lui avait été infligée pour avoir gonflé son patrimoine. C'était une obsession régulière de Donald Trump afin d'obtenir des prêts à un taux plus avantageux. Alors la condamnation est restée, mais l'amende a sauté. Hop, 500 millions dans la poche. Mais c'est surtout dans l'univers des crypto-monnaies qu'il a touché le jackpot. Et les crypto-monnaies, c'est un secteur qu'il soutient à fond depuis son retour à la Maison-Blanche, alors que pendant des années, il expliquait que ça reposait sur du vent, que c'était pas de la vraie économie, tout ça. Donc il a quand même créé une entreprise en 2024 à l'initiative de ses fils, qui en profitent aussi largement. Cette entreprise, elle a généré 2 milliards de dollars dans les 10 mois qui ont suivi sa réélection. Et on se souvient aussi que juste avant sa prise de fonction, il avait créé ce qu'on appelle un memo coin à son nom, autrement dit un actif purement spéculatif, assez égotique aussi, dont le cours ne reposait sur rien d'autre que l'euphorie de ses soutiens. Cette petite coquetterie, ça lui a rapporté 710 millions d'euros. Mais alors Trump, c'est d'abord l'immobilier, donc c'est dans la pierre qu'il a fait fortune, on le rappelle. Oui, l'immobilier, c'est la source de sa fortune et de la fortune familiale, parce que loin d'être le génie self-made man qu'il raconte, c'est comme quelqu'un qui est parti dans la vie avec 400 millions de dollars de patrimoine. C'est vrai que ça aide pour se lancer. Aujourd'hui, selon Forbes, donc ces golfs, ces hôtels qu'on connaît bien, Mar-a-Lago notamment, ça pèse 2,5 milliards de dollars au total. Il est par ailleurs propriétaire de nombreux immeubles, dont la fameuse Trump Tower à New York, qui est estimée à 115 millions de dollars. Et là encore, Trump n'hésite pas en fait à profiter de sa position pour étendre son empire. Il a par exemple une activité de licence, donc à partir du nom Trump, qui était quasiment à l'arrêt et qui a bondi de 400 millions de dollars grâce à l'empressement. Alors c'est pas que sa faute, c'est aussi les gens qui viennent le courtiser. L'empressement de promoteurs étrangers de collaborer non pas avec le génie Donald Trump, mais avec Donald Trump, le président des États-Unis, avec tous les leviers de pouvoir qu'il peut avoir. Et comment ne pas voir dans son fantasme de Riviera à Gaza un gigantesque Monopoly dont il espère tirer tous les bénéfices pour lui, mais aussi pour ses proches. Alors justement, on va conclure là-dessus. C'est tout le clan Trump qui profite finalement de cette situation. Oui, donc on n'a pas le temps de tout détailler, mais le clan est en premier lieu de la famille quand même. Ça, il y a toujours cette dimension un peu mafieuse de moi et les miens, et à commencer par les miens. Donc son gendre, Jared Kushner, qui a une double casquette. D'un côté, il est un des principaux émissaires diplomatiques sur les principaux dossiers qui intéressent Donald Trump, et de l'autre côté, il entretient des liens étroits, c'est un euphémisme, avec l'Arabie Saoudite, qui fait pleuvoir les milliards sur son fonds d'investissement. On sait aussi, on l'a beaucoup suivi, combien Elon Musk, alors avec des relations de mal alpha à mal alpha, avec des parfois un peu compliquées, mais voilà, qui était déjà l'homme le plus riche du monde, profite largement du business XXL que lui accorde l'administration Trump, notamment dans le domaine du spatial. Donc tout cela, ça se fait dans un mélange des genres, pas forcément complètement nouveau, mais absolument sans précédent par son ampleur et son intensité entre la sphère publique et les intérêts privés. Ça, c'est une des spécificités de la présidence Trump. Et je pense, sans se tromper, on peut faire le pari qu'il va profiter à fond du reste de son mandat pour faire gonfler encore un peu plus sa fortune. C'est sûr que c'est plus facile quand on est l'homme le plus puissant du monde. Merci beaucoup, Jonathan. Je me tourne vers Olivier Piton parce que, vu d'ici, évidemment, on a un rapport à l'argent qui n'est pas celui de la société américaine. Ça nous choque fortement. Est-ce que ça choque les Américains, le fait qu'un président s'enrichisse pendant son mandat ? Pas vraiment pour l'instant, mais ça pourrait advenir. Il faut se souvenir de l'entrée en campagne, en politique de Donald Trump lors de la primaire républicaine de 2016, où il avait dit, en fait, la grosse différence entre tous les autres candidats et moi, c'est que moi, ma campagne, vous ne serez pas obligé de la financer, je le ferai avec mon propre argent. Et ça avait beaucoup plu à l'époque, et ça lui avait permis déjà de décoller un petit peu. C'est-à-dire qu'il l'a redit au moment de la construction de cette fameuse salle de bal à la Maison-Blanche, expliquant que c'était lui qui l'avait payé avec ses propres deniers. Ça ne choque pas les Américains à partir du moment où il fait son travail. C'est-à-dire que ce qu'on va demander à un président américain, c'est effectivement d'être à la hauteur des promesses qu'il fait. Et les promesses doivent être tenues. On est vraiment dans une logique où on veut content dans l'histoire. Donc pour l'instant, ça n'est pas un débat, mais ça pourrait le devenir si jamais, effectivement, la croissance qui a, comme ça a été dit, pour tout un tas de raisons, et d'ailleurs, c'est intéressant que la croissance s'est maintenue, parce qu'il y a aussi un effet, un levier psychologique. C'est-à-dire que si les gens ont énormément consommé,
et y compris d'ailleurs dans les classes populaires, puisqu'on a eu une augmentation de 15 à 40% des achats de Noël au moment des dernières fêtes de Noël par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que, y compris pour aller s'offrir un petit cadeau, on augmentait on ouvrait son porte-monnaie. Donc à partir du moment où il reste cette confiance, où on considère que le discours volontariste de Donald Trump peut porter des fruits et que donc on le soutient directement ou indirectement en consommant, on laissera de côté la question de son enrichissement, mais ça peut être extrêmement versatile et il n'est pas impossible que d'ici les élections intermédiaires, ça devienne un vrai sujet, surtout si la stagnation et l'absence d'augmentation je dirais, de perspective de mieux-être économique devenait véritablement un problème aux États-Unis. Alors, pendant que vous nous parliez, il y avait une réaction d'un téléspectateur qui vit aux États-Unis, c'est la deuxième, donc je me rends compte qu'on a du public aux États-Unis, c'est super, on est ravis et merci de nous suivre et de votre fidélité. Il y a autour de la personnalité, de la politique économique de Maison-Blanche, de Donald Trump, si je me souviens, je vais trop vite. Avant son retour à la Maison-Blanche, il m'a plutôt été soutenu par les patrons, notamment les patrons mondiaux. Je me souviens d'un discours à Davos d'un des plus grands banquiers qui avait souhaité le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce qu'ils sont en train, peut-être que c'est que le début, mais de déchanter et peut-être de lâcher le président américain? Ou est-ce que c'est trop tôt pour dire ça? Alors, il l'avait soutenu parce qu'il avait quand même sorti le bazooka, si vous me permettez l'expression, qu'on a beaucoup entendu pour toute autre chose ces derniers jours. C'est-à-dire, il promettait quand même des régulations massives, il promettait que du fait de sa politique, la bourse allait fortement augmenter. Donc, il avait fait un certain nombre de promesses qui ne pouvaient que convaincre et qu'il allait relocaliser sur le territoire américain, etc., etc. Sauf que là, il a une politique agressive, un peu désordonnée. C'est surtout le côté imprévisible de sa politique. Et c'est les doutes sur la suite. C'est qu'on commence à parler autour de l'affaire de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale, par exemple. On commence à parler d'un risque de décrochage, d'un risque de crise. On a parlé tout à l'heure de la bulle spéculative autour des valeurs du numérique. Certains commencent à craindre que cette bulle n'éclate à un moment donné ou à un autre. Donc il y a un certain... Et puis son côté erratique sur des droits de douane, un jour à 200%, le lendemain à 25%, puis finalement à 10%, et puis on revient ensuite à 200%. Enfin, tout ça rend la capacité des entreprises à prévoir l'avenir, à penser l'avenir, à se projeter, donc à investir extrêmement compliqué. Donc l'investissement reste fort parce qu'il y a l'intelligence artificielle, mais très clairement, on sent qu'il commence à y avoir des craintes et des doutes sur la suite des événements. Donald Trump qui évidemment a les yeux rivés sur Wall Street, il regarde ça de très près, Clémence Lemesse. Il y a plutôt une progression de Wall Street depuis un an. Est-ce que c'est une façon pour les investisseurs de voter? Vous voyez ce que je veux dire? De réagir au choix économique de Donald Trump? Il y a clairement une façon de réagir et de voter. Pour continuer sur ce que vous disiez, à Davos où il était... Il y a quand même le patron du fonds Citadel, qui est un très gros fonds américain, qui en public a critiqué la politique de Trump en disant que justement c'était versatile et que les entreprises avaient besoin de stabilité et que c'était idiot de distendre, enfin d'écarter le lien entre l'Europe et les États-Unis. Sur Wall Street, ça a énormément augmenté. C'est surtout le Nasdaq qui a énormément augmenté. Donc les valeurs technologiques, celles qu'on appelle les 7 magnifiques, qui sont donc les Google, Apple, tout ça, mais aussi Nvidia, donc la nouvelle pépite qui est l'entreprise la plus valorisée au monde. Donc c'est les puces électroniques. C'est les semi-conducteurs, c'est ce qu'il y a dans tous les objets, et c'est surtout ce qui permet de faire de l'intelligence artificielle, en fait. Et donc tout ça, ça augmente. Les autres, un peu moins. Et ce qui commence à être intéressant, et à propos justement de la bulle IA, c'est qu'on s'est aperçu en fait que les investisseurs avaient mis tous leurs œufs dans le même panier, à savoir l'IA aux États-Unis, et ils commencent à se dire c'est peut-être pas hyper prudent, et donc ils commencent à investir toujours dans l'IA, toujours dans les valeurs technologiques, mais ailleurs dans le monde, et notamment à Hong Kong et en Corée du Sud, où les valeurs technologiques de ces bourses ont énormément augmenté. Et sur le fait que Wall Street fait de la politique, on l'a vu il y a 2 jours, donc Trump menace d'envahir le Groenland, et puis après menace de nouveaux droits de douane, 25% à tous ces méchants qui ne veulent pas me donner ce morceau de glace, parce que c'est quand même ce qu'il a dit. C'est le terme qu'il a employé. C'est le terme qu'il a employé, ce morceau de banquise. Piece of ice. Et donc Wall Street a chuté, les taux d'intérêt qui vont influer après sur les taux immobiliers, etc.,
ont grimpé. Et quand même, le lendemain, il est revenu en arrière en disant non, finalement, j'ai trouvé un accord avec l'OTAN qui est super. Donc on sent quand même que les investisseurs, les banquiers, les hommes d'affaires, enfin Wall Street, la bourse, ce monde de la finance fait de la politique et que Trump l'écoute surtout. Autant il n'écoute pas certains de ses conseillers, il n'écoute pas les démocrates, autant quand la bourse chute, là il se dit je vais peut-être changer un petit peu. Oui, il regarde ça effectivement de près. On a vu qu'un certain nombre d'indicateurs, on a parlé de l'inflation, on a parlé de la croissance, on va regarder le taux de chômage qui était en novembre 2025 à 4,5% de taux de chômage, 700 000 de plus qu'il y a un an. En novembre, c'était le niveau le plus haut depuis 2021, ça a un tout petit peu baissé en décembre à 4,4%. Il y a souvent un lien, et particulièrement aux États-Unis, entre chômage et pauvreté. On va parler de pauvreté tout de suite avec Stéphane Duguet. Rebonsoir Stéphane. Rebonsoir. Avec une polémique, ou en tout cas un débat aux États-Unis qui fait rage depuis quelques jours, quelques semaines. On pourrait être pauvre, un couple pourrait être considéré comme pauvre alors qu'il gagne 140 000 $ par an. Oui, c'est la thèse de Michael Green, un gestionnaire de portefeuille à Wall Street, et c'est raconté dans le journal Les Échos. Alors, pour lui, le seuil de pauvreté actuel, il est obsolète parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, donc, on considère comme pauvre une famille avec 2 adultes et 2 enfants qui gagnent moins de 32 000 $. Voilà ce qu'il faut gagner pour être pauvre. Et d'après les derniers chiffres officiels disponibles, ça représente 12% des Américains en 2024, soit 40 millions de personnes sur une population de 332 millions d'habitants. Ces chiffres, ils sont assez stables par rapport à 2023 où on comptait 12,5% de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Alors, quel est le profil de ces Américains les plus pauvres ? Alors, aux États-Unis, l'administration fait des statistiques ethniques, donc des données existent concernant les Blancs, les Afro-Américains ou encore les personnes originaires de l'Amérique du Sud. Pour les Afro-Américains recensés par l'administration américaine, eh bien, 20% vivent sous le seuil de pauvreté. Les Sud-Américains sont 16% à vivre sous ce seuil de pauvreté. À titre de comparaison, seulement 9,5% des Blancs aux États-Unis vivent sous ce même seuil de pauvreté d'après les chiffres officiels. Et donc cette critique, cette polémique autour d'un seuil de pauvreté fixé à 32 000 $ annuels, ça revient à dire que en fait, le nombre de pauvres, il est sous-estimé aux États-Unis. Tout à fait. Les 140 000 $ évoqués par Michael Green, ça correspond selon lui à un seuil de pauvreté réel. Voilà comment il l'appelle, c'est-à-dire un montant qui prend en compte les dépenses de logement, les soins de santé, la garde d'enfants ou encore les transports. Dans son calcul, dans le détail, il ajoute entre autres les frais pour l'assurance santé pour 4 personnes, ça fait 10 000 $. Le coût de 2 voitures pour aller travailler, c'est 15 000 $. 15 000 $ aussi pour l'alimentation et il ajoute 22 000 $ de frais divers. Une manière pour lui d'expliquer aussi la chute de la fécondité aux États-Unis parce que la vie coûte trop cher. Son approche, elle a pu être critiquée, mais elle a le mérite au moins de poser la question. Alors que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a durci l'accès à certaines aides sociales, comme le programme d'aide alimentaire ou encore le programme de santé à Medicaid, ce qui fragilise encore les plus pauvres. Merci beaucoup Stéphane. Alors, c'est vrai que quand j'ai lu, merci aux Échos, ce débat, on ne peut pas être pauvre à 140 000 $. Alexis Pichard, est-ce qu'il y a une part de réalité quand même ? Et quelle part de réalité derrière cette thèse ? C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une vie qui coûte de plus en plus cher, peut-être notamment dans les grandes villes ? Il y a effectivement des dépenses contraintes qui sont de plus en plus élevées. Je pense notamment au logement. Les loyers sont exorbitants, notamment dans les grandes villes. Les frais de scolarité. Les frais de santé, et malgré tout, j'y reviens, mais 114% de plus pour le prix des assurances santé, ça devient quasiment impossible pour 20 à 30 millions d'Américains de se soigner sans sortir des milliers d'euros ou des milliers de dollars pour le coup, pour se faire soigner pour quelque chose de bénin. C'est pour aller chez le médecin, c'est 150 $. Et le nombre d'exemples qu'on a vu dans des reportages de gens qui sont frappés par le cancer et qui doivent vendre leur maison, on est quand même dans ce genre d'équation. Bien sûr. C'est des choses qu'on a du mal à imaginer derrière le rêve américain. Bien sûr, la pandémie de Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont restées chez elles mourir parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour aller à l'hôpital. Ça coûtait une fortune. Donc oui, il y a beaucoup plus de dépenses contraintes et qui sont à des prix exorbitants. Il y a une part d'élucubration dans cette thèse ou elle vous semble solide, Clémence Lemestre ? Alors, après, c'est ce qu'il dit, en fait, c'est pas forcément le taux de pauvreté où on n'arrive pas à se nourrir. Oui. C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est
de quoi a-t-on besoin pour vivre correctement et non pas à la fin de chaque mois se dire ah ben je mange plus que des pâtes. Alors peut-être qu'aux États-Unis c'est pas des pâtes mais du maïs parce que j'ai pas de quoi de me payer un bon hamburger dont le prix du bœuf a énormément augmenté. Et je pense que le débat il est là. Ça fait peut-être un peu penser au débat qu'il y avait eu sur la classe moyenne avec François Hollande. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est en fait de quoi on a besoin pour vivre correctement et puis pour vivre bien. Vous avez parlé du rêve américain. C'est de quoi a-t-on besoin pour être dans le rêve américain un petit peu. Et donc oui, c'est un peu fou de dire ça. On a besoin, en France, on dirait, on a besoin de quoi de 140 000 euros pour ne pas être pauvre. Oui. Ça paraît un peu je pense hallucinant. Que tous nos téléspectateurs sont devenus fous sur le public. C'est vrai, quand on a l'université gratuite et la sécurité sociale, ça aide. Donc après, ça met en valeur ça rappelle les discussions budgétaires qu'on avait dans la première partie. Le modèle français, effectivement. Je voudrais revenir sur le... Parce que finalement, on fait tout notre débat à partir de chiffres, de données, de statistiques, et savoir comment Donald Trump perçoit ces statistiques. Je crois que c'est au mois d'août dernier, il décide de virer la commissaire aux chiffres du travail qui s'appelle Erika McIntyre, j'espère ne pas me tromper. Elle venait quoi, Sylvie Mattei, de donner des mauvais chiffres du chômage en juillet, c'est ça? Tout à fait. Donc quand les chiffres sont mauvais, on licencie celui ou celle qui la donne? Est-ce que c'est la conception de Donald Trump de l'économie? A priori, ça semble être ça. C'est-à-dire le chiffre ne lui convient pas, c'est pas le chiffre qui est mauvais, c'est la personne qui a calculé et qui a sorti ce chiffre qui est pas bon et qui ne sait pas faire de ses calculs, et donc on la vire parce qu'on ne va pas garder quelqu'un d'incompétent. Alors ça vaut aussi pour le patron de la Fed, vous l'évoquiez tout à l'heure, il s'appelle Jérôme Powell, c'était le 13 janvier dernier, c'est pas la première fois que Donald Trump en parlait, mais voilà en quels termes il parlait du patron de la Réserve fédérale américaine. Eh bien, il a dépassé le budget de plusieurs milliards de dollars. Donc soit il est incompétent, soit il est corrompu. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il ne fait certainement pas du très bon travail. Alors, il fait référence à des travaux qui ont été faits au siège de la Réserve fédérale qui ont effectivement coûté un peu plus cher, enfin beaucoup plus cher que prévu. Derrière ça, il y a un enjeu qui est quand même majeur pour l'équilibre de l'économie américaine, Sylvie Mattei. Oui, tout à fait. On parlait au début de l'émission de l'augmentation du prix des logements ou du coût des loyers, etc. Et donc, effectivement, le taux d'intérêt aux États-Unis comme ailleurs, d'ailleurs, c'est pas propre aux États-Unis, le taux d'intérêt fixé par la Réserve fédérale, c'est d'abord le taux d'intérêt de refinancement de la dette publique américaine. Donc, c'est super important parce que si vous voulez avoir une dette publique américaine qui est soutenable, au fur et à mesure qu'elle augmente, il vaut mieux, bien évidemment, que les taux soient très, très bas. 37 000 milliards de dollars, 124 ou 7% du produit intérieur brut. Exactement. Donc, on est... on peut voir ce chiffre. On connaît ça aussi. Et puis, le deuxième impact, c'est que ce taux d'intérêt-là, il sert de repère pour les taux fixés par les banques sur les crédits des ménages. Donc, bien évidemment, quand le taux est élevé, et en général, quand il y a de l'inflation, le taux d'intérêt est élevé parce que c'est un moyen de stopper la demande, de contenir l'inflation. Et c'est pour ça qu'il est élevé aux États-Unis. C'est-à-dire on a encore une inflation qui n'est pas totalement sous contrôle. Donc la Réserve fédérale a choisi de maintenir des taux assez élevés. Or, je crois qu'ils sont à 2,5%. Or, Donald Trump souhaite les baisser à 1%. Et donc il veut tordre le bras de Jérôme Powell pour le faire. Il veut tordre le bras de Jérôme Powell pour le faire. Et Jérôme Powell ne se laisse pas faire puisque lui, sa mission, la mission qu'on lui a fixée, c'est de maintenir la stabilité des prix, de faire baisser l'inflation. Et en plus, il se dit, Jérôme Powell, que faire baisser l'inflation, c'est aussi servir le pouvoir d'achat des ménages, donc c'est pas complètement idiot. Donald Trump n'est pas content du tout parce qu'on lui résiste et il s'est mis en tête de virer ce monsieur. Alors ce monsieur doit partir au printemps, simplement il aurait bien aimé, ça fait 1 an qu'il est là, Donald Trump, il en a un peu assez de le voir, il aurait bien aimé le faire partir avant, donc il a essayé par tous les moyens, il a réussi à faire virer une des gouverneurs de la Réserve fédérale, puis elle a porté plainte et la justice lui a donné raison, elle a été réintégrée, ça a dû quand même encore plus agacer M. Trump, qui est aujourd'hui dans cette logique. La seule difficulté, c'est que pour Donald Trump, s'immiscer comme ça dans les affaires de politique monétaire, c'est revenir sur l'indépendance de la Banque centrale. L'indépendance de la Banque centrale, c'est un mantra qui a émergé à la fin des années 70 pour assurer que la Banque centrale va vraiment lutter contre l'inflation, qu'elle ne va pas répondre aux desiderata et aux envies de dépenses sans aucun contrôle des gouvernements en place et des administrations en place aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui affecterait très profondément les marchés financiers et l'économie américaine et le dollar. On n'a pas fini de se projeter vers ces élections de mi-mandat, Alexis
Alexis Pichard, qui, je le rappelle, ont lieu début novembre. Alors nous, vu d'ici, on parle de Trump sur son action internationale. À quel point il occupe les médias américains, il sait très bien faire, sur les questions d'économie, de pouvoir d'achat. Et comment il parle à la société américaine de son bilan, en fait? Eh bien, justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est soit dans la négation de son bilan, soit d'une certaine manière, il va casser les indicateurs. Donc, il va licencier la directrice qui produit les chiffres. Il va tenter de tordre le bras au président de la Fed, qu'il a lui-même nommé. Et il s'est exprimé à un moment donné, il a dit « Mais quel est le président incompétent qu'il a nommé ?» Il se trouve que c'est lui. C'est lui, oui. Son premier mandat, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il a perduré. Et par contre, il a vraiment une difficulté à communiquer, c'est-à-dire que ce narratif ne fonctionne plus. Il fonctionne peut-être chez une partie des MAGA, mais là, les derniers sondages qui paraissaient disaient que 60% des Américains évaluent négativement sa première année, et surtout, ils trouvent qu'il vivait mieux sous Joe Biden d'un point de vue économique. Alors bien sûr, il y a quand même des fractures partisanes. On voit que les républicains sont plus conciliants, ils lui reconnaissent certaines qualités en termes de leader économique, mais les démocrates, c'est 93 ou 94% des démocrates qui estiment que son bilan économique est catastrophique. Alors, tiens, une dernière question, j'étais en train de l'oublier. Ismaël qui nous écrit de Saint-Didier au Mont-d'Or, c'est une très bonne question. Est-ce que la baisse de l'immigration imposée par Trump ne crée pas une pénurie de main-d'œuvre? Et avec quel impact économique, Clémence Lemaitre? Alors, ça crée effectivement une pénurie de main-d'œuvre, et avec un impact économique qui fait que ça augmente le coût de production, puisqu'en fait, cette main-d'œuvre n'était pas chère du tout. Et donc, il est en train de mettre tous les immigrés dehors. Et donc, du coup, ça renchérit, ça joue sur l'inflation aussi. Parce que du coup, tout ce que vous produisez aux États-Unis est plus cher, parce qu'en fait, les gens qui travaillent coûtent plus cher en fait, à faire travailler, demandent des salaires plus élevés. Donc, ça a un véritable impact, en fait. Merci. Tiens, Olivier Piton, j'ai une dernière question à vous poser avant que vous alliez faire vos courses, parce que vous avez dit que c'était le panier du ménager. Demain, parfait. Parce qu'on a une tempête de neige qui arrive. Bon, non, mais sur ces élections de mi-mandat, j'ai quand même lu que Donald Trump est en train de trouver le moyen de les reporter. En tout cas, il a suggéré l'idée de les reporter, ces élections de mi-mandat, c'est ça? Les annuler. Alors d'abord, le constat... Traditionnellement, les élections de mi-mandat sont toujours très défavorables au pouvoir en place. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-ci. Deuxième élément, les quelques élections, que ce soit en Floride, par exemple, avec la mairie de Miami, ou pour le poste de gouverneur en Virginie, qui est un petit peu moins prégnant, mais quand même sur les scores, c'est assez impressionnant, on assiste à un véritable effondrement du camp républicain. Avec, en particulier pour la mairie de Miami, qui a été remportée par une élue démocrate, des scores qui n'avaient pas été atteints depuis plus d'un siècle. Donc on se prépare, et Donald Trump se prépare à une défaite massive, flagrante, très forte, sauf changement majeur d'actualité, à l'occasion des élections du mois de novembre. Qu'il ait appelé à de nombreuses reprises soit à reporter les élections, soit à ne pas les tenir, de la même manière qu'il avait expliqué qu'il pouvait se représenter un troisième mandat, fait partie du narratif visant, comme toujours, à rendre, à appeler la lumière à lui et à faire en sorte qu'on ne parle que de lui et toujours de lui. Bon. Sur la réalité, il n'y a pas pour l'instant... Je peux me tromper, mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison sérieuse de penser que les élections pourraient être reportées ou, pire, annulées. Voilà où on en est. Merci beaucoup. Merci à tous. Depuis les États-Unis ou ici en plateau. C'était un débat passionnant. Sylvie Matelli, l'économie tout simplement, c'est aux éditions Erol. Et Alexis Pichard, Trump et les médias aux éditions Valeurs Ajoutées. Merci encore. Je vous dis à lundi pour un nouveau Sens Public. D'ici là, nos débats sur publicsena.fr. Vous pouvez nous réécouter, nous découvrir en podcast et notez que Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondapol, sera l'invité de la matinale demain.